Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain Daubry de la salle des marchés de Bourse Direct pour notre brief hebdomadaire. Nous sommes donc le lundi 4 septembre, il est 15h28. Les marchés américains n'ouvriront pas aujourd'hui puisqu'ils sont fermés pour Labor Day, la fête du travail. Et donc on regrettait l'absence d'intérêt d'investisseurs dans le marché. Ça n'est pas aujourd'hui que les choses vont s'animer, franchement. Merci à toutes et à tous pour vos likes, vos partages, vos retweets et vos commentaires positifs. Pensez toujours, comme toujours, à vous abonner à la chaîne Bourse Direct YouTube et à nos comptes Twitter respectifs pour le suivi des marchés. On entame donc une semaine un peu en roue libre avec beaucoup moins de drivers que la semaine dernière. On a passé avec plutôt une relative sérénité à une séquence un peu tendue, un peu importante entre chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis et puis chiffres de l'inflation. Les marchés ont plutôt bien réagi, peu de nouveaux et peu de tendances sur les indices européens, des indices américains qui ont rebondi. On va voir avec un petit peu de manque de densité dans certains rebonds, mais on voit que certains secteurs ne sont pas vendus, notamment les technologiques américaines. Côté marché dérivé, côté macro, pardon, cette semaine, on va commencer, on a peu d'éléments, donc discours de Christine Lagarde aujourd'hui et demain. Demain, mardi, le PMI des services en France. Mercredi, les PMI et l'ISM aux États-Unis. Donc ça, ce sera un peu le moment important de la semaine. Avec mercredi soir, il faut le dire, le livre beige de la Fed. C'est le livre préparatoire à la prochaine réunion. C'est le livre que reçoivent les membres de la Fed pour préparer la réunion qui aura lieu 15 jours plus tard. Donc, peut-être des éléments à surveiller à l'intérieur de ce document économique qui va se permettre aux membres de la Fed de ajuster la politique monétaire. Jeudi, comme toujours, les inscriptions hebdomadaires au chômage, je l'ai indiqué parce qu'il y a un calendrier très vide. Et vendredi, les chiffres de l'indice des prix à la consommation, chiffres de l'inflation en Allemagne. Donc pas énormément de drivers majeurs cette semaine. Des marchés qui sont un peu en roue libre. La densité, le retour les opérateurs devraient faire un petit peu leur retour quand même. On voit que, en dehors d'une relative complaisance du côté des marchés dérivés, puisque on a un ratio de couverture qui est repassé en optimisme, une volatilité qui est repassée, elle, en complaisance, on a des opérateurs qui sont moins prudents. Alors encore une fois, ce sont des situations qui peuvent durer, mais qui incitent à être plus vigilants, parce que en cas de mauvaise nouvelle, en cas de déception, l'accélération baissière pourrait être un peu plus marquée. Du côté des futurs, il n'y a vraiment pas d'intérêt à détecter. Si je faisais le bilan depuis l'échéance des marchés dérivés du 18 août, l'indice Eurostoxx a pris 1,65% depuis. La position ouverte sur l'Eurostoxx, le nombre de contrats futurs, a diminué de 3,19%. Sur le CAC 40, c'est 1,86 de progression et la position ouverte a baissé de 2,93%. Et sur le S&P, l'indice S&P a progressé 3,34%, il surperforme clairement, mais la position ouverte n'a progressé que de 0,67%. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de prise de décision depuis cette échéance des marchés dérivés du mois d'août et qu'on évolue au cours de cette séquence, donc de cette échéance des marchés dérivés, cette échéance trimestrielle importante du mois de septembre, avec pas d'intérêt, pas de changement. L'élément intéressant aussi sur cette échéance, c'est qu'elle a lieu tôt, elle aura lieu le 15 septembre, donc pas vendredi prochain, mais dans 10 jours. Ça tombe assez tôt, donc à surveiller. Ça peut avoir évidemment toujours des mouvements enclencher des mouvements plus importants. On va aller regarder tout de suite nos indices et le S&P, alors qui est fermé pour aujourd'hui, mais on va aller regarder le comportement de l'indice à la semaine dernière. Effectivement, un rebond assez significatif dans le courant de la semaine, avec une progression sur la semaine de 2,5%, donc avec des volumes moyens, moins importants qu'au cours de la semaine de baisse précédente, mais un rebond, et donc on l'avait bien indiqué, les 23,6% de retracement de Fibonacci qui ont été bien préservés pour alimenter un rebond qu'on anticipait de toute la séquence haussière qui a été entamée donc en octobre, de octobre jusqu'à juillet. Fin juillet, on a retracé parfaitement 23,6%. L'indice est allé rebondir sur ce niveau de 23,6. Alerte déclenchée. Donc, vous voyez, des alertes qui se déclenchent de 23,6. Voilà, je supprime les alertes, ça évitera du bruit. Donc, de 23,6. Et donc, un rebond qui a suivi. Alors voilà, on arrive dans une zone où, effectivement, on a des petits niveaux intermédiaires. On va zoomer en journalier.
On a ce niveau qu'on avait identifié ensemble jeudi dernier, 4534, on n'a pas réussi à le préserver. En revanche, on évite de peu, en fin de séance la semaine dernière, vendredi, l'avalement baissier, qui n'aurait pas été un signal extraordinaire pour une fin de semaine. On reste et on préserve 4509,52 pour l'instant, encore une fois dans des volumes qui demanderaient à être un peu plus étoffés, mais la période veut aussi que les opérateurs soient moins présents dans le marché, ça devrait être ça devrait se densifier dans le courant de la semaine. Donc pour l'instant, 4509, notre niveau intermédiaire, on a ce gap qui sera à combler éventuellement. Donc 4551, accélération haussière possible en direction de 4567, et puis au-delà, chercher les tops. On ne voit pas très bien ce qui, dans cette semaine-là, pourrait entraîner le débordement de ces plus hauts, puisque, on le rappelle, on arrive contre des niveaux de résistance historiques sur le S&P, supprime Fibonacci. On arrive dans cette zone-là, donc au débordement de 4610 avec 4778 en mire. Une zone qui avait été le terrain de retournement de tendance, donc un niveau important à franchir. Il faudra des drivers spécifiques et solides et une bonne prise d'élan pour pouvoir passer ces niveaux-là. Sur le Nasdaq, même chose, on a retracé les 23,6 de la hausse qu'on avait entamée en septembre-octobre dernier. On a bien rebondi dessus. La hausse s'est faite avec des volumes de la même façon qui ne sont pas extraordinaires sur le Nasdaq. En revanche, on voit qu'on ne vend pas certaines valeurs, on l'avait évoqué ensemble la semaine dernière, notamment Alphabet, Google, Nvidia restent préservés, et donc on a ces petits niveaux intermédiaires à surveiller, peut-être une latéralisation qui pourrait se prolonger. Si on arrive à déborder 15 685, en revanche, accélération haussière complémentaire en direction des tops historiques du Nasdaq. On n'a pas beaucoup de résistance intermédiaire sur le Nasdaq, on a ce niveau de 16 025 qui serait à surveiller, et puis pourquoi pas 16 190, mais c'est surtout 16 395 qui serait la cible dans ce cas-là. Donc pour l'instant, un mouvement de rebond à confirmer et un indice qui est calé entre 15 276 et 15 685 avec des possibles retracements intermédiaires. Encore une fois, sur le Nasdaq, on a évité l'avalement baissier à peu de choses près en fin de semaine. Il a été validé à un moment et invalidé en fin de séance. Un petit peu d'intérêt acheteur. On voit en revanche que c'est un peu poussif et on n'a pas réussi, il me semble, à aller combler parfaitement le gap. Voilà, on n'a pas comblé parfaitement le gap de rupture qu'on avait identifié, qui avait été ouvert le 2 août. Donc le signal haussier il serait donné par le débordement de 15 636,60, alors qu'on a fait un plus haut à 15 618. Donc pour l'instant, pas de signaux très clairs, des volumes qui laissent à désirer et des indices américains qui ont bien rebondi, mais qui vont peut-être manquer de carburant. Si on va regarder du côté de la volatilité, alors ça se détend non-stop sur la volatilité, qui baisse régulièrement depuis maintenant la mi-août. On était en phase d'optimisme à ce moment-là. On rentre sous 15,40 et à des niveaux de 13,22, voire même un peu plus bas. On a atteint des niveaux de 12,71 dans des niveaux de complaisance. Donc ça, encore une fois, incite à la vigilance. On voit que ces séquences-là, elles peuvent se prolonger pendant un certain temps avant de déclencher des mouvements significatifs. Donc il n'y a pas là d'alerte majeure à voir pour l'instant. C'est juste un petit warning, c'est-à-dire qu'on est, comme les opérateurs sont moins prudents sur le marché, ça nous incite, nous, à l'être de notre côté un petit peu plus et à attendre de voir comment les choses se décantent. Pour l'instant, pas de retournement de ce côté-là. Ici, on va regarder l'Eurostoxx, eh bien, en hebdomadaire pour commencer. On est toujours dans cette structure dont la résistance majeure, c'est 4320. On n'arrive pas à passer au-dessus, clairement. Et ça, c'est un signe quand même de faiblesse. On n'arrive pas à repasser au-delà de la médiane fixée sur l'Eurostoxx, qui est plombé pour l'instant et qui peine à étayer son rebond. Alors encore une fois, la journée d'aujourd'hui est à prendre avec du recul, compte tenu du manque d'intervenants accentué par rapport au jour précédent. Mais on voit qu'on bute toujours sur ce niveau de 4320. Retour possible à 4271, et puis notre alerte de moyen terme reste la même. Si on déborde 4320, en revanche, on réintègre la ligne de tendance haussière, le canal haussier. Je vais un peu différents traits d'essai ici. On réintègre ce niveau-là, et donc on a un risque d'accélération marqué en direction de 4411, les tops récents, et le niveau de réactivation haussière de moyen et de long terme, on n'y est pas pour l'instant. Si on va regarder du côté du CAC 40 futur en 14 heures,
bien, on est toujours complètement collé autour de la médiane à 7319. On l'avait bien identifié la semaine dernière. Alors là, il y a des mèches de rejet dans tous les sens. On avait même identifié un petit canal haussier. On est en train d'en sortir. On n'arrive pas à s'extraire de 7319 et à former de plus haut. Alors que les indices américains ont pas mal rebondi la semaine dernière, nous, ça a été relativement poussif comme mouvement. On n'a pas réussi à aller chercher la zone haute du trading range, 7464, 7524. On n'arrive pas à se réinstaller au-dessus de 7339. On a tenté 7384 sans succès. Pour l'instant, c'est vraiment complètement indécis et calé au-dessus de 7319. Donc c'est simple, le biais, il est haussier. Tant qu'on réussit à préserver 7319, mais on voit que c'est poussif. Il viendrait rapidement plus baissier sous 7319 en clôture, avec en mire donc 7258, 7139,5 qui reste notre zone d'alerte de moyen terme. Alors elle est large, mais l'indice a rebondi plusieurs fois à l'intérieur et les niveaux sont moins précis. Pour l'instant, ça reste notre point d'alerte. Donc, trading range court 7294, 7339. Si on repasse l'un de ces niveaux-là, on pourrait avoir des accélérations un peu marquées. En attendant, on alterne achat et vente autour de la médiane du trading range 7319 points. Alors, on n'a pas de valeur particulièrement intéressante dans ce contexte-là. Il reste qu'il y a pas mal de titres, comme à l'image d'Airbus par exemple, qui butent, donc de titres du CAC 40, qui butent sur des tops historiques. Hein. On a Airbus donc, que vous avez ici en hebdomadaire, qui avait formé des plus hauts en 2020, plus hauts historiques, et on s'approche de ces niveaux-là, on n'arrive pas à les déborder. Vous voyez cette configuration, on aborde ici. Donc il faut des drivers pour déborder ces niveaux-là. On a AXA de la même façon, qui butent sur des tops historiques. On a différentes valeurs comme ça. Alors, je ne vais pas toutes vous les montrer, mais ce serait un peu long, mais on a BNP, Total Energy, Thales, Sanofi, Publicis, le Crédit Agricole, Saint-Gobain et Schneider qui font partie de cette catégorie de valeurs qui eh bien, sont proches de top historique. Ça veut dire que si elles les débordaient, on pourrait réactiver une dynamique haussière, ce qui n'est pas encore le cas pour l'instant. En revanche, on a aussi parmi celles-ci des retardataires significatifs qui, pour certaines d'entre elles, donnent du mieux. Alors, on a parmi elles Eurofins et Worldline qui ne donnent pas de signaux très intéressants pour l'instant, mais on a Téléperformance qui, elle, réagit sur des niveaux de support de long terme et qui a repris une quinzaine de pourcents depuis ses points bas, et sur laquelle on était rentré à titre dynamique, voilà, avec une petite structure qui pourrait être une structure d'épaule, tête, épaule inversée, donc avec un potentiel de hausse qui pourrait l'amener jusqu'à 139. Voilà, pour l'instant, avec des volumes qui ont été un peu plus soutenus jeudi dernier, et puis un nouveau gap intéressant. Alors, est-ce que ce ne sera pas un gap d'épuisement? Attention au passage sous le pied de ce gap, avec un comblement possible. En tout cas, un mouvement qui eh bien, donne des petits signes d'intérêt sur un titre qui a évidemment très, très largement sous-performé depuis quelques semaines, et qui donc donne des signes de faiblesse. Il y a un autre titre qui surperforme, il n'y en a pas beaucoup sur le CAC 40 en ce moment, c'est Michelin. Michelin, alors j'ai beaucoup de traits d'essai aussi, pardon, dessus. Michelin, elle est ici en hebdomadaire, voilà, au-delà donc cette ligne de cette séquence baissière. Elle évolue au-delà de cette ligne de tendance haussière depuis maintenant octobre dernier. Elle n'a pas donné des signes d'accélération forte, mais elle continue à être haussière et à surperformer, donc sous forme de force relative, hein, l'indice CAC 40 au débordement de 28, et donc 28 reste toujours un point d'entrée sur le titre pour aller chercher donc des extensions, des cibles sur les plus hauts récents avec ce sommet en pince ici, probablement, et au débordement donc de 29,94, des accélérations possibles en direction de 31,56. Ça fait partie des valeurs sur lesquelles on est investi et pour lesquelles on pense qu'à moyen long terme, le potentiel est intéressant encore, même dans un marché qui surperforme, d'ailleurs même dans un marché qui stagne pour l'instant. Dernier actif que je voulais vous montrer, c'est le Brent. Il confirme sa sortie haussière qu'on avait indiquée dès la fin du mois de juillet, avec un petit mouvement de consolidation et puis une accélération haussière. Pour l'instant, pas très violente, mais nette au-delà de 87,50, et avec donc des volumes qui se sont très nettement étoffés en revanche par rapport au volume des jours précédents, et une position ouverte qui confirme sa reprise. On l'indiquait, le Brent évoluait, eh bien, enfin, la position ouverte du Brent évoluait depuis 2 ans en baisse systématiquement, et là, ça fait depuis fin juillet qu'elle se reprend tout doucement mais régulièrement. Donc un mouvement de fond qui est en train de se mettre en place et qui évidemment pourrait avoir des incidences sur le reste du marché.
Voilà les éléments que je voulais vous donner pour ce début de semaine. Un scénario assez ouvert pour l'instant, pas de sens à privilégier, un peu de retrait à avoir, être opportuniste, chercher donc les valeurs et les actifs forts dans ce marché-là pour l'instant. Pas évident puisqu'il n'y a pas de signaux très clairs et très forts, mais on voit qu'on a passé une étape importante pour l'instant sans heurts majeurs. Et même si on manque de soutien, voilà, le marché reste relativement solide et équilibré. Il y a peu d'initiatives. Donc on attend et on observe avec des niveaux techniques très bien respectés, au débordement desquels eh bien, on aura des signaux graphiques beaucoup plus clairs et des mouvements probablement plus francs à suivre. Excellente semaine à toutes et à tous, et on se retrouve tout au long de la semaine pour les différents rendez-vous entre les différents médias et nos différents points d'intervention.